Pour votre information, cette semaine, en remplacement d'Alex Trudel, mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Nos invités, la guignolée des médias Valérie Gagnon et Caroline Mallette vont venir nous parler. La Fiasse de Laval qui vient nous parler de l'événement Tendre la main, Lucie Grenier et Audrey Leclerc. Myriam Gervais de chez Remax vient nous parler de la promesse d'achat en immobilier. Nicolas Vincent Poirier vient nous parler du film Wakanda Forever. Centre de pédiatrie sociale de Laval, Mylène Dubois vient nous parler de l'événement de financement de cette saison. Juliette Descaries, récipiendaire du prix Créateur Futur Meilleur de TELUS, vient nous parler. Et nous commençons avec Isabelle Plante, électrolyse spécialiste, qui vient nous parler d'électrolyse et maternité. Aujourd'hui à l'émission, notre première invitée, Isabelle Plante, a plusieurs cordes à son arc. Membre de l'Association des électrolystes et professionnels en soins esthétiques du Québec, ambassadrice évaluatrice de la norme professionnelle en esthétique du Québec. Elle est lauréate du prix d'esthéticienne de l'année 2021 pour le Canada au complet, mesdames, messieurs. Choix du consommateur 2023 pour le Centre de santé beauté L'Accalmie de Laval dans la catégorie spa de jour. Un gros merci d'être ici. Merci à Donc, toi, on Stéphanie. est là pour parler d'électrolyse, mais un petit peu pour certains cas particuliers. Là. Oui, pour les femmes enceintes. Oui, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Les hormones font leur truc, ça sort de partout. Exactement. C'est un petit peu gênant. En fait, c'est à savoir, est-ce que c'est une bonne technique d'épilation lorsque nous sommes enceintes? Et la réponse est oui, mais... Oui, mais... Oui, il y a un mais. D'accord. Alors, on doit choisir le bon courant d'électrolyse à utiliser pendant la grossesse. Okay. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les différents courants et vous allez ensuite comprendre la logique en arrière de tout ça. Alors, l'électrolyse, ça fait plus de 100 ans que cette technique dépilatoire permanente existe. Alors, au départ, l'électrolyse était le courant galvanique, qui est un courant direct unidirectionnel. En fait, ce courant-là, lorsqu'on insère le follicule pileux à l'intérieur d'un follicule, on va aller décomposer le sel et l'eau. Et lorsqu'ils se séparent, on va créer de la soude caustique, qui est en fait un amalgame chimique qui va détruire les cellules reproductrices du poil. Donc, dans le fond, ce qu'on prend, c'est qu'il y a le tube où est-ce que le poil est installé, qui pousse dedans, puis on s'en vient avec une aiguille. Exactement. Puis on insère un courant électrique dedans. Exactement. Et là, on va détruire justement les cellules qui sont responsables de la pousse du poil. D'accord. Donc, ce procédé-là, aujourd'hui, on ne le fait presque plus parce que c'est un procédé qui est beaucoup trop long. Donc, on restait dans le follicule pileux, je vous dirais, entre 15 à 25 secondes par certaines régions du corps. Multiplié par des millions de poils, ça commence à faire longtemps. Exactement, c'est trop long. Ouais. Donc, ensuite, ils ont découvert un autre courant qui est la thermolyse. La thermolyse qui est un courant alternatif à haute fréquence. Alors là, lorsqu'on insère encore une fois le même filament, on va avoir une friction entre les particules à l'intérieur du follicule pileux qui va créer de la chaleur. Et cette chaleur-là va détruire encore une fois les cellules qui créent le poil. C'est le fameux bulbe là, du poil là, que si on ne l'enlève pas, si on ne le détruit pas, ça va revenir mois après mois. Toujours. Mais par contre, le courant prend une fraction de seconde à passer. D'accord. Donc, on peut faire plusieurs poils, un après l'autre, rapidement, en une session. Il y a aussi le courant combiné qu'on appelle, nous, les électrolystes, le blend. Donc, un mélange entre le courant galvanique et le courant de haute fréquence qui fait en sorte qu'on va créer de la soude caustique rapidement, donc beaucoup moins long que le galvanique seul, l'électrolyse seule. Par contre, lorsqu'on est enceinte, il faut faire attention. Oui, donc, parce que là, on a un petit bébé en dedans. On a un petit bébé en dedans de nous. Ça passe partout. Là. Exactement. Tu as exactement raison, Stéphanie, parce que lorsqu'on fait du blend, maintenant, bien, il y a le courant galvanique qui est à l'intérieur de ce courant-là. Donc, le courant galvanique doit passer du pôle positif au pôle négatif à l'intérieur de notre corps. Donc, ça voyage dans notre corps et on s'entend que quand on porte un bébé, il y a le liquide amniotique qui est là et c'est un excellent conducteur d'électricité. Alors, pour faire attention à notre petit pouls, dans notre ventre, on est mieux d'y aller plus vers
la thermolyse. Donc, la thermolyse, en fait, qui est le courant qui va être le plus sécuritaire parce qu'on ne fait qu'une chaleur dans le follicule pileux, donc il n'y a aucun voyage de courant dans le corps. Donc, on peut faire la thermolyse pour les femmes enceintes, mais encore une fois, on va attendre au moins que le trimestre de la jeune femme soit terminé avant de commencer l'électrolyse. Mais il y a des phases aussi, parce que les poils, ils ont différents stades de vie, un petit peu comme un humain. Exactement. Il faut les prendre au bon moment, sinon on rallonge un petit peu la durée des traitements. Exactement, Stéphanie. Il y a beaucoup de gens qui viennent en électrolyse puis qui me disent « Bien, c'est donc bien long, mes traitements, je comprends pas, mais je leur explique toujours. » C'est long parce que vous ne venez pas à vos rendez-vous régulièrement. Quand une électrolyste vous recommande un plan de soins, moi, je vous le dis, suivez à la lettre ce que votre électrolyste vous demande parce qu'il y a les phases de poils qui sont anagènes, catagènes et télogènes. La meilleure phase pour avoir un résultat optimal dans l'électrolyse, c'est anagène. Donc, c'est la première phase quand le poil commence à prendre là, forme. Et quand il est en pleine croissance. Là, donc là, il est en pleine forme. Donc, une petite échalote, c'est pas devenu un gros poireau. Là. Exactement. Mais en fait, c'est qu'on doit avoir un poil qui sort du follicule pour pouvoir être capable de l'extraire avec notre pince à épiler une fois qu'on a fait notre intervention avec l'électricité, avec le courant électrique. Mais par contre, il faut qu'il soit absolument en phase anagène et ça, c'est environ entre 1 mois et 2 mois de pouce. Au-delà de 2 mois, dépendant de la région du corps, bien là, il peut arriver que le poil tombe en phase catagène, donc il se retire un peu. Donc, le bulbe, qui est la racine, va s'atrophier, remonter à la surface du follicule et lorsqu'il tombe en phase télogène, alors là, il se kératinise, donc plein de kératinocytes à la surface de la peau. Et là, votre deuxième poil se prépare pour ressortir. Par contre, quand on fait de l'électrolyse, on doit avoir un poil qu'on tire dessus pour l'enlever. Donc, souvent, les électrolystes vont traiter un poil qui est en mauvaise phase et c'est là que les traitements peuvent durer beaucoup trop longtemps. Parce qu'il y a déjà un autre poil en dessous. Parce qu'il y a déjà un autre poil en dessous. Commencé exactement. sa vie, donc, le poil qui est vraiment en fin de vie, bien, lui, il attend de tomber. Puis souvent, bien, les électrolystes vont devoir travailler sur ce poil-là parce qu'ils veulent aller chercher l'autre et ils espèrent seulement que leurs clientes vont venir 1 mois plus tard pour aller chercher le bon poil. Donc, c'est pour ça, si vous venez vraiment et si vous suivez les recommandations de votre électrolyste, je vous garantis que vos résultats ne vont pas tarder à arriver. Ça va être plus rapide. Bien, ça va être vraiment plus rapide. Bien oui, exactement. Puis l'électrolyse, c'est très sécuritaire. Lorsque vous allez voir une électrolyse d'expérience qui connaît justement tous les courants, tous les procédés, qui ont des bons appareils, aussi qui font partie d'une association comme l'Association des électrolystes et des professionnels en soins esthétiques du Québec. Ça, c'est un bel indicateur. C'est vraiment un bel indicateur. Vous pouvez faire votre recherche sur lapsec.com. Vous allez aller trouver une électrolyse qui travaille dans votre région et vous allez pouvoir être bien conseillé. Et pour tout ce qui est de résultats rapides, je vous conseille aussi de faire une belle exfoliation et une belle hydratation sur votre peau parce qu'une cliente qui a une peau bien hydratée va avoir un résultat beaucoup plus rapide aussi parce que lorsque la peau est hyperkératinisée, qu'il y a beaucoup de couches de cellules mortes à la surface, c'est beaucoup plus difficile d'insérer un filament dans une peau qui est hyperkératinisée parce que l'ouverture... C'est une forme de cicatrisation, si on veut. Bien, c'est comme l'ouverture n'est plus là. C'est comme les cellules sont par-dessus l'ouverture du poil. Donc, on essaie, nous, d'insérer un filament dans l'ostium. C'est un petit peu plus difficile. Et c'est très difficile. Donc, une bonne exfoliation, une bonne hydratation. Et pour nous, ça va être... Conseils. Oui. Isabelle Plante, un gros merci. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Donc, on se revoit incessamment. Et puis, pour les gens à la maison, faites vos petites recherches. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de la Guignolée des médias 2022 à Laval. Et en studio, nous avons Valérie-Hélène Gagnon, directrice générale de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal. Un gros merci d'être là. Merci à vous. Et Caroline Mallette, directrice à l'administration du Centre de bénévolat à Moisson-Laval. Merci d'être là. Merci. Donc, vous avez jumelé vos forces, encore une fois, cette année, les deux organismes pour organiser la Guignolée des médias 2022. Qui se tiendra à partir du 1er décembre avec les fameux coins de rue, là, où est-ce qu'on est attendu avec des chaudières et des gens connus. Donc, c'est beaucoup de place sur la planche
comme on pourrait dire, là, surtout après la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour vos organismes, là, si je comprends bien. Exactement. Donc, il y a beaucoup, la demande a explosé. Donc, il y a beaucoup plus de familles, de personnes seules, peu importe, de clientèle qui viennent chez nous pour faire des demandes d'aide alimentaire, des gens qu'on ne voyait peut-être pas ou peu avant. Donc, des salariés qui étaient capables de fonctionner, de payer leurs factures, qui maintenant ont de la difficulté à arriver à la fin du mois. Souvent, la première chose dans laquelle on coupe, c'est la nourriture. Donc là, évidemment, avec les coûts qui ont augmenté au niveau de l'alimentation, donc c'est difficile de couper de plus en plus. Absolument. Même chose dans ton organisme? La même chose, effectivement. Donc, nous aussi, le visage a changé aussi de nos usagers. On note aussi une augmentation dans nos différents points de service, là. Pratiquement 20 d'augmentation depuis l'année passée au niveau des demandes. Nos paniers de Noël aussi, on est en augmentation, la même chose. Donc, le visage a vraiment changé, tant évolué aussi. On a des familles qu'on ne voyait pas auparavant, des travailleurs aussi qui ont 1, 2, 3 emplois, mais n'arrivent plus nécessairement à cause du coût de la vie, les loyers, tout a augmenté. Donc, on voit le même visage, effectivement, la même situation chez nous aussi. C'est un effet de massue qui a atteint plusieurs couches de la population. Puis là, vous en avez vraiment des exemples concrets. C'est quoi le portrait type de la personne qui est... Avant, on s'imaginait que c'était un portrait particulier jusqu'avant la pandémie. Depuis la pandémie, ça a beaucoup changé, là. C'est monsieur, madame, tout le monde qui arrive à un moment donné où, écoute, ça arrive ici, ça arrive plus, il faut faire quelque chose. Est-ce qu'il y a encore le sentiment que certains avaient, tu sais, un petit peu de honte, de gêne? C'est sûr que c'est pas un truc qui est hop la vie de demander de l'aide, mais quand c'est crucial, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui a changé le plus sur le plancher pour vos organismes respectifs depuis 2 ans? Pour nous, je dirais, c'est vraiment des gens, des travailleurs, vraiment. Puis j'ai des étudiants aussi, des gens qui viennent arriver ici, qui ont besoin de l'aide, qui ont besoin juste d'un accompagnement pour une durée définie. Mais ça, c'est des choses qu'on n'avait pas autrefois. Donc, vraiment, des travailleurs qui ont juste un emploi, puis finalement, ils sont juste plus capables d'arriver. Les coûts de la vie, les salaires n'ont pas suivi. Et tout continue à augmenter, mais les salaires n'ont pas suivi. Ça fait en sorte qu'effectivement, ces visages-là ont changé. Les familles aussi, j'ai des familles de 2, 3 enfants qui, eux aussi, n'arrivent plus, même si les 2 parents travaillent. Il y a des situations qui sont vraiment crève-cœur, effectivement, qu'on voit justement la détresse. Nous, on est comme un baume, en fait. On est là pour aider pour une période, d'une durée indéfinie, en fait. Mais pour aider ces gens-là à se reprendre et être capables de poursuivre par la suite. Donc, oublier le souci de manger, de pouvoir manger sainement, en fait, là. Donc, c'est vraiment, nous, on est là pour pouvoir les aider pour cette période-là. On s'entend aussi que beaucoup de nourriture qui est à bas prix, c'est pas nécessairement la meilleure, c'est de l'eau sucrée, c'est beaucoup de... C'est ça, c'est pas toujours les meilleurs produits qui sont à plus bas prix. Présentement, les augmentations au niveau de l'alimentation qu'on voit, c'est beaucoup justement au niveau des fruits et légumes, au niveau des viandes, donc les produits plus sains. Puis, tu sais, tantôt, quand on parlait des gens qui doivent faire appel à nous, tu sais, le sentiment... il faut piler sur son orgueil, là, puis ce sentiment-là n'a pas changé, que ce soit avant, pendant ou après la pandémie. Et les gens, quand souvent ils arrivent à faire la démarche, sont vraiment rendus au bout de leurs limites. C'est ce qui arrive. Donc, on est le dernier. OK, là, j'ai fait le tour de mon réseau, j'ai fait le tour de ce que je pouvais faire, j'ai plus rien. C'est pour ça que je vous appelle. Donc, le sentiment de détresse, il est présent, il est là. Et on l'entend là, tous les jours. Là. Et puis, la grande guignolée des médias à Laval, ça va se passer du 24 novembre au 24 décembre 2022 inclusivement. Les gens qui voudraient faire des dons, là, le 1er décembre, sur 8 coins de rue et quelques stations de métro à Laval, de 6 h le matin à 18 h le soir, donc de 6 à 6, va être possible d'aller faire des donations de denrées alimentaires non périssables, on spécifie, on n'arrive pas avec une botte de laitue ou quelque chose. Et puis, aussi des dons en ligne, j'imagine? Exactement. Donc, sur guignolée.ca pour la région de Laval. Puis, vous recherchez aussi des bénévoles pour la journée du 1er décembre parce qu'on a besoin de bras, là. Exactement. Okay. Donc, on cherche encore quand même
plusieurs dizaines, là, facilement, de bénévoles pour les différents coins de rue. Il y en a un petit peu partout à Laval. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à communiquer là, sur le site guignolé.ca. Toujours. Donc, pour être bénévole au niveau de la région de Laval, pour faire des dons en ligne, c'est le même. Parfait. La campagne va se passer de 6 h le matin, le 1er décembre, à 6 h le soir. Tout le monde est bienvenu. Qu'est-ce qu'on a le plus besoin? Les denrées, les sous, les deux s'équivalent. Avez-vous une préférence? Demandez, vous recevrez, c'est ça qu'on fait. Bien, c'est sûr qu'étant donné qu'on peut faire des achats massifs, plus on a un gros volume, en fait, avec 1 $, nous, on peut le multiplier par 13. Donc, pour chaque 1 $, bien, ça nous permet d'acheter beaucoup plus de produits. Parfait. Donc, c'est sûr que les dons en argent permettent le plus grand achat de nourriture parce qu'au bout de la ligne, c'est ce qui va arriver avec ces sous-là, que ce soit, on va acheter des denrées avec ça, puis ça va être pour remettre à la clientèle. Parfait. Puis les gens qui veulent être bénévoles, ça se passe en une journée. C'est selon votre emploi du temps, j'imagine. Il y a des blocs horaires, donc on peut s'adapter aussi. Parfait. C'est vraiment, comme vous avez dit tantôt, de 8 à 18 heures le 1er décembre. Parfait. Et puis, c'est quoi votre souhait le plus grand pour cette saison 2022? Parce que là, on s'entend, il y a beaucoup de gens qui ont mangé la claque dans les dernières années. On veut essayer d'aider le plus possible. C'est quoi votre plus grand souhait pour cette Guignolée 2022? Bien, c'est sûr que le plus grand souhait, ce serait de répondre à toutes les demandes, ou en tout cas au plus grand nombre possible de demandes qui vont être faites. Parce que c'est ce qui arrive tout le temps, chaque année. Et plus on arrive près de Noël, plus les demandes souvent sont grandes. D'accord. La même chose. La même chose. Vraiment, que les gens soient généreux encore une fois cette année, qu'ils puissent participer aussi, ceux qui le peuvent, être bénévoles. Et pour les dons aussi en denrées, juste spécifiés, on ne veut pas de périssables. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver parfois. Donc, on a aussi des aliments qui, le sucre, la farine, le riz, les produits sanitaires aussi, hygiéniques et tout ça, c'est des produits qui sont très appréciés de notre clientèle et pour lesquels souvent on a besoin aussi d'acheter. Donc, si les gens décident aussi de donner en denrées, c'est des produits qui seraient appréciés. Parfait. Bien, merci d'être venu à l'émission. Maud Cambronne pour la suite. Guignolée des médias 2022, les gens à la maison du 24 novembre au 24 décembre 2022. Guignolé.ca. Merci beaucoup, les filles. Merci à vous. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Lucie Grenier, membre du conseil d'administration de l'AFEAS, Association féministe d'éducation et d'action sociale. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Accompagnée de Audrey Leclerc, intervenante à la maison Le Prélude. Un gros merci d'être ici parmi nous. Merci à vous. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite présentation de qu'est-ce que l'AFEAS. D'accord. Et vous avez aussi une campagne de sensibilisation, un événement qui s'en vient. On va faire le tour de ça. Donc, premièrement, présentation de l'AFEAS, Association féministe d'éducation et d'action sociale. C'est bien ça. L'AFEAS, c'est un organisme qui a pris naissance en 1966 et qui fait partie de la condition féminine et qui sert surtout à faire la défense des droits des femmes. D'accord. Nous avons plusieurs volets, plusieurs missions au niveau de notre AFEAS et c'est toujours concentré sur la femme et les enfants. À ce moment-là, l'AFEAS, nous avons au-dessus de, je ne me rappelle plus du nom, mais plusieurs milliers de membres au niveau de la province. D'accord. Parce que nous sommes une association provinciale divisée en trois paliers, un palier régional et un palier local. D'accord. Moi, je fais partie de l'AFEAS de Laval. D'accord. Nous avons une vingtaine de personnes, de membres à Laval qui travaillons auprès de différents organismes à ce moment-là en condition féminine. D'accord. Et le Prélude en fait partie parce qu'on est dans des situations qui sont un petit peu difficiles, dont la conséquence de la violence conjugale sur les enfants. Voilà. Donc, d'où la présence de Audrey Leclerc. Donc, il y a un événement qui va se passer le 30 novembre 2022, qui est l'opération Tendre la main 2022. Qu'est-ce que c'est? L'opération Tendre la main, c'est né il y a à peu près 26 ans. C'est la 26e année ou 25e année. Là, je ne peux pas vous dire 25 ou 26e année. On va arrondir. Oui, on arrondit autour de ça. On a perdu des petites choses pendant la pandémie. Mais c'est une opération qui sert nous sommes une association d'éducation et d'action sociale. Alors, à ce moment-là, voyant la violence qu'il y avait autour
de nous, les femmes d'il y a 26 ans ont décidé de faire des événements concrets, des gestes concrets pour pouvoir faire leur part pour contrer cette violence-là. Et c'est comme ça qu'on a dit tendre la main. D'accord. À la FEAS de Laval, ça fait 14 ans qu'on s'implique dans cette opération-là, tendre la main. Tendre la main. Il est un panel organisé par la FEAS de Laval et composé d'intervenantes en maison d'hébergement de Laval qui va se passer le 30 novembre 2022 de 17h30 à 20h au centre communautaire d'Auteuil. Donc, un repas froid, formule boîte à lunch sera servi. Prix d'entrée, doudou, peluche ou livre. Le tout sera remis à la maison d'hébergement. Je trouve ça mignon. C'est beau. Donc, inscription obligatoire à la FEAS de Laval à gmail.com. C'est en bas de votre écran ici. Et puis, cette année, on parle principalement de conséquences de la violence conjugale chez les enfants. Il va y avoir du 25 novembre au 12 décembre une campagne de sensibilisation. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, bien c'est ça. C'est que depuis 14 ans à Laval, nous nous sommes joints aux 12 jours de 12 jours de lutte contre la violence faite aux femmes. C'est 12 jours que du 25 novembre au 6 décembre. C'est 12 jours qui sont vraiment... comment dire, répandu au niveau de plusieurs organismes à ce moment-là pour mettre en évidence, pas la violence, mais pas la violence du tout, non, mais la lutte contre cette violence-là. D'accord. Et la FEAS de Laval organise différents événements pour dire non à la violence à l'intérieur de ce mouvement-là. D'accord. Audrey Leclerc, intervenante au Prélude. Le Prélude, c'est une maison qui accueille les femmes et les enfants en difficulté de violence conjugale. C'est quoi le cas typique qu'on voit maintenant, qu'on ne voyait peut-être pas avant? Cas typique, il n'y a pas vraiment de cas typique en contexte. C'est toujours du cas par cas, on conjugale. s'entend, là, Oui, mais il y a quand même des grandes lignes là, qu'on peut élaborer. Ben, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que les femmes qui arrivent en maison d'hébergement, habituellement, c'est un non-choix. Donc, Absolument. elles ne se posent plus la question, est-ce que je reste ou je... Donc, elle est dans une urgence de trouver refuge là, dans un milieu sécuritaire pour elle et ses enfants. Donc, ce que je pourrais dire, c'est comme ça. Donc, quand elle arrive en maison d'hébergement, souvent, elle est dans un état vraiment... sans dessus-dessous? Bien, sans dessus-dessous, tu sais, un peu, dans le fond, comment je pourrais dire... dans ses besoins essentiels de sécurité. Donc, elle arrive, c'est un état de choc. On part de chez soi avec nos enfants, on arrive dans une maison d'hébergement. J'aimerais ça dire que les maisons d'hébergement, on a souvent peur aussi de à quoi ça peut ressembler. Ouais. Donc, on peut se faire des images comme quoi que c'est terne, donc lourd. Beaucoup de mères, quand ils arrivent Mais en c'est maison pas d'hébergement. ça. C'est pas ça du tout. Dédramatise-nous ça, On ma belle Audrey. dédramatise ça. En fait, c'est très lumineux, les maisons d'hébergement. C'est des places où on peut rentrer, sortir. C'est sûr qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour assurer la sécurité, mais on a le droit de vaguer à ses occupations habituelles. Donc, il y a des salles de jeu. Tout est là pour accommoder les mères, les enfants, pour que le séjour soit super agréable. Les femmes connectent ensemble, les enfants connectent ensemble aussi. Ben puis il y a de la sécurité pour pas que le vilain monsieur puisse se pointer à qui mieux, puis faire... Exactement. Continuer son malœuvre, si on veut. Là. Bien, c'est ça. On veut mettre des choses, des filets de sécurité alentour, dans le fond, de la mère, les enfants, la femme qui arrive aussi. Donc, nous, on est là pour les accompagner pour ça. On travaille avec divers acteurs aussi au niveau de la société, là, donc qui viennent aussi faciliter le travail assurant la sécurité. D'accord. Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez... Les événements organisés cette année, les autres actions de sensibilisation de la FEAS, ça inclut des distributions de rubans blancs, comme voilà. Ici, des vignettes, des cartes ressources. Ça, c'est la carte ressources. On les a ici. Oui, Ouais, c'est les petites cartes jaunes qu'on va vous présenter à l'écran dans quelques instants. Et puis, l'objectif principal, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. L'éducation et l'action, la sensibilisation. Le ruban blanc est né il y a 26 ans à ce moment-là. C'est un ruban que vous allez voir souvent à la télé, porté par certains députés, par tous nos membres au niveau du conseil conseil municipal de Laval à ce moment-là. C'est notre façon à nous de dire non à la violence. Par les années, pendant les temps de la pandémie, nous ne pouvions pas organiser d'événements concrets comme cette année, nous allons faire avec la conférence. Alors, on a pensé de façon... il y a une maman qui nous a dit à un moment donné, bien, pourquoi pas avoir quelque chose de concret que les gens pourraient voir? Oui. Alors, on a pensé aux vignettes autocollantes à mettre sur les voitures. Absolument. À voir sur les voitures. Il y en a au-dessus de 2000 qui ont été distribuées l'année dernière et l'année précédente.
Alors, depuis la pandémie, il y a 2000 voitures peut-être, ou boîtes aux lettres. Il y en a qui ont mis sur les boîtes aux lettres, il y en a qui en ont mis sur l'arrière de leur voiture pour dire non à la violence, parce que c'est un de nos critères, une de nos missions, c'est de dire non à la violence. Un de bataille. Un de nos chevals de bataille, oui. Parfait. Et puis, pour les gens qui voudraient en savoir plus ou qui auraient besoin, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Bien, pour ce qui est de la FEAS, il y a toujours le site Internet qui est www.afeas.ca. Ça, c'est sûr et certain. Nous avons la page Facebook de la FEAS de Laval pour tout renseignement, dont la conférence avec Audrey. Sur la page Facebook, il y a des renseignements qui sont mis au jour le jour à ce moment-là. Parfait. Et puis, pour terminer rapidement, votre plus grand souhait pour cette édition 2022? Bien, je pense que j'aimerais que les gens viennent à la conférence parce que cette année, on a mis l'accent vraiment sur la violence, les conséquences envers les enfants. Puis peut-être, tu peux aller un petit peu plus loin. En fait, pour la première fois, on est en train d'écrire un guide qui est à l'attention des mères victimes de violences conjugales et leurs enfants. Donc, c'est une première. Ça n'existe pas, un guide qui s'adresse à elles pour démystifier tous les impacts de la violence conjugale sur leur rôle mère-enfant, puis sur leurs enfants eux-mêmes. Donc, c'est un guide qui se veut réflectif. On travaille avec, dans le fond, divers partenaires là, sur ce guide-là. C'est la Maison Le Prélude qui en est porteur, avec les 2 autres maisons de Laval, là, donc la Maison Lester et la Maison Lina. En fait, on travaille aussi avec le regroupement des maisons d'hébergement sur ce projet-là. Diane Prudhomme, qui est consultante en violence conjugale, Simon Lapierre, puis Alexandra Vincent, je ne veux pas oublier personne, et ma superviseure clinique, en fait, Maria Valade, là, qui nous suit là-dedans. Donc, il devrait être publié en plusieurs langues d'ici, en fait. Là, on n'a pas de date déterminée, mais à l'année 2023, dans le début, en tout cas. Incessamment, on regarde ça, on attend ça impatiemment. Exactement. Bien, écoutez, mesdames, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Un gros merci d'être venue. Donc, Lucie Grenier, membre du conseil d'administration de la FEAS, merci. Audrey Leclerc, intervenante au Prélude, un gros merci. Pour les gens à la maison qui ont besoin, n'hésitez pas de contacter. Merci. Chronique immobilière, 3e pour elle cette saison. Myriam Gervais, courtier immobilier, comment ça va? Ça va bien, toi-même, Stéphanie? Super bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de la promesse d'achat, tous les points de la promesse d'achat. Terme du métier, la PA. Exactement. Donc, dans notre jargon courtier, on appelle ça une PA, la fameuse promesse d'achat. Souvent, on a des clients, ceux qui sont habitués savent qu'une promesse d'achat, c'est un contrat. Donc, on établit toutes les clauses du contrat et on fait accepter là, des vendeurs. Et ensuite, on a des délais pour réaliser nos conditions. D'accord. Donc, ça implique plein de choses qu'on va discuter ensemble, justement, là, avec des vrais exemples. Parfait. Des exemples concrets de la vraie vie, là, qu'on voit sur le terrain là, à tous les jours, c'est ça? Exactement. Parfait, on y va. Donc, quand dans le fond, on visite un immeuble, des fois, on n'a pas la chance de le visiter. Souvent, dans les plex, on a un appartement sur 2, sur 3 qu'on peut visiter. Les autres sont conditionnels à une promesse d'achat acceptée. Beaucoup d'acheteurs vont être un petit peu craintifs par rapport à ça parce qu'ils se disent, bien, on ne l'a pas vu, on ne peut pas faire un offre en conséquence de ce qu'il y a dans la propriété. Absolument. Il faut comprendre que la promesse d'achat, c'est vraiment un contrat où on s'entend sur des conditions et qu'on a des délais à respecter pour remplir ces conditions-là. Donc, une fois qu'on a mis nos noms, les noms du vendeur sur la promesse d'achat, que le courtier s'est identifié, qu'on a identifié l'immeuble avec la désignation cadastrale, donc le numéro de lot, faut s'assurer qu'on vend le bon immeuble, bien sûr. Évidemment. C'est vraiment la base de la vérification. Ça serait plate d'acheter le voisin. Exactement. Il y aurait des surprises quelque part. Ensuite, on établit un prix. Du prix, on dit si l'immeuble est taxable ou non. Donc, généralement, un immeuble neuf est taxable. Un immeuble usagé qui a déjà été habité ne sera pas taxable. Ah, d'accord. À moins qu'il y ait eu du commercial, de l'exploitation commerciale dans l'immeuble, ça pourrait avoir lieu de taxe. Ça pourrait avoir une incidence. Exact. Donc, ça, il faut voir avec son conseiller financier ou son courtier pour établir le tout sur notre propriété. Parfait. Ensuite, l'acheteur peut donner un acompte. Je n'irai pas plus loin dans les acomptes. C'est possible de donner un acompte, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Ensuite, on va parler de la mise de fonds. Donc, le réglementaire sur du unifamilial, on parle de 5 % de mise de fonds, mais dans certains cas, on peut aller jusqu'à 10, 20,
35, même 40 Dans de du mise commercial, des multiplex, des trucs comme de fonds. ça? Exact. Ça, c'est avec D'accord. votre banque qu'on va voir ça. Parfait. On peut mettre plus que le 5 aussi. Je n'irai pas dans les détails de ça. Ça sera pour Toujours une une autre possibilité. Voilà. chronique. Exactement. Là, c'est quoi la différence entre la mise de fonds de 5 puis plus de 20 On ira une autre fois. Parfait. Ensuite, on parle de nouvel emprunt hypothécaire s'il y a lieu. On parle aussi d'emprunt existant. Donc, si jamais on reprend l'hypothèque, c'est des choses qu'on va voir probablement dans les prochaines années. Ça, encore là, je n'irai pas dans les C'est détails. des successions, des trucs comme ça? Non, on peut aller avec une balance de prix de vente. Exemple, on achète, on donne un montant, puis on paye au La vendeur balance. la balance. Ouais. On le voyait très peu dans les années de surenchère et tout ça. Ouais. Mais comme là, on est dans un virement de marché, c'est des assumations d'hypothèque. Là, ça pourrait revenir. D'accord. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on en a pour 8 À minutes suivre. juste à ça. Mais ça commence là, à se voir. Parfait. Ensuite, on se donne un délai pour le financement. Mhm. On parle habituellement d'un 10 à 15 jours là, pour le financement. Ça peut aller jusqu'à 21 pour la banque, dépendamment des saisons. Parfait. Ensuite, on regarde pour l'inspection. Donc, c'est sûr que nous, les courtiers, on suggère toujours une inspection. Est-ce qu'on suggère aussi que la vente soit conditionnelle à l'inspection? C'est une condition de la promesse d'achat. Quand je disais qu'on établit les Parfait. règles, la condition d'inspection, toutes les conditions que je viens de vous parler, ce sont des conditions, ils ont des délais. D'accord. Donc, l'inspection, normalement, on se met un 10 jours, ça peut être plus, ça peut être moins, dépendamment. Si on refuse de faire l'inspection, on doit mettre nos initiales dans le petit paragraphe qui dit que vous avez bien eu l'explication des risques par rapport à renoncer à l'inspection. Wow. OK. Ensuite, on parle des documents qu'on veut examiner. OK? Donc ça, là, exemple, le vendeur a fait réparer la piscine. On veut avoir la facture de la réparation de la piscine. On peut faire le toit, même chose. Plomberie, Exactement. annexation à la maison. On veut tout voir. ça. Tous les travaux, les documents importants ou autres, on peut les demander là-dedans. D'accord. Donc, pas le certificat de localisation. Le certificat de localisation, ça close bien à lui. D'accord. On se donne un délai également pour ça. Ensuite, ça donne les obligations du vendeur, les frais, comment ils sont partagés, qu'est-ce qui est au vendeur, qu'est-ce qui est à l'acheteur. Je n'irai pas dans les détails, c'est tout bien énuméré dans la promesse d'achat. Mhm. Ensuite, on doit penser à l'acte de vente, Ouais. la date de l'acte de vente, donc la journée qu'on va passer chez le notaire pour le transfert des titres, Mhm. et la date d'occupation, D'accord. donc la journée où on déménage. Dans le fond, on met toutes les prédispositions de regardez, moi, je vous offre ça, votre maison, je suis prête à négocier ça comme ça, sous condition de tac, tac, tac. Exactement. Si je comprends bien, c'est ça. Et là, on arrive avec les inclusions, les exclusions. Est-ce qu'il y a un contrat pour le chauffe-eau, ces choses-là? D'accord. Ensuite, si votre courtier, si vous êtes bien accompagné par votre courtier, tout ce qui peut apparenter à l'immeuble, qui aurait besoin de vérification, c'est des annexes supplémentaires. D'accord. Ça ne fait pas nécessairement Partie de la promesse La d'achat. promesse. Exemple, une vérification de puits, une vérification de fosse septique, une vérification de garage. Toutes ces choses-là, c'est des annexes qui sont à côté, mais votre courtier est bien équipé pour trouver ce que vous avez besoin. Puis rapidement, comme il reste une minute, c'est un contrat qu'on se fait. Là. C'est vraiment, écoute, c'est une promesse d'achat, mais c'est un contrat légal, Exactement. en fait. Tout à fait. Et lorsque c'est accepté, on réalise les conditions. Une fois que les conditions sont réalisées, là, c'est acheté, vendu, et il reste juste à passer chez le notaire. Normalement, il n'y a pas d'autre chose qui pourrait canceller la vente. Parfait. Et puis, dans la vraie vie, est-ce qu'il y a des trucs particuliers là, qui te viennent à l'esprit, que c'est comme, hey, ça, c'est un petit cas que ça beaucoup de gens, là, en 30 secondes, si c'est possible. Au niveau des fosses septiques, les gens ont beaucoup peur des fosses septiques. Oui. Mais dépendamment des secteurs, des grandeurs de terrain, moi, je vous conseille fortement de faire évaluer la fosse septique par un professionnel. Il va vous dire, il vous reste combien de temps pour l'utiliser, combien de chambres, en quel état elle est, si on a la changer, qu'est-ce qu'on peut remettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas remettre. Donc, oui, c'est un 500-600 $ supplémentaire d'inspection, mais moi, je le vois comme un investissement là, Ouais. au niveau des fosses septiques. C'est comme se protéger là, en étant certain de qu'est-ce qu'on a dans l'optique d'achat. Exactement. On sait ce qu'on achète, puis il n'y a pas de surprise. Parfait. Écoutez, à la maison, Myriam va revenir dans 2 semaines pour sa chronique bimensuelle. Pour les gens qui voudraient t'envoyer des questions, des commentaires, où est-ce qu'on te rejoint? Au Remax, à commercial, myriamgervais.com.
Parfait. Un gros merci, Myriam Gervais. Donc, à la maison, promesse d'achat. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Puis, pour la suite des choses, suivez les chroniques de Myriam Gervais. Ça, pour votre information. Pour la chronique cinéma, cette semaine, nous avons toujours Nicolas Vincent-Poirier qui vient nous parler du film Wakanda Forever. Salut Nicolas, ça va bien? Salut, ça va bien et toi? Oui, superbe. Tu as un beau teint rayonnant ce matin. Ah, ben merci, c'est l'éclairage. Oh, wow! Ça te va bien, ça te va bien. Alors aujourd'hui, on parle de Wakanda Forever, qui est un film de super-héros de 2022 basé sur les super-héros Marvel Comics du même nom. Oui, tout à fait. Et Black Panther, ben, c'est le deuxième film. Le premier Black Panther est arrivé en février 2018. Et ben, le film a fait énormément d'argent. Donc, le deuxième, on peut le mettre dans un moment où il va faire un petit peu plus compétition avec d'autres. Donc, le mois de novembre, c'est un bon temps pour ça. Il y a quand même un bon mois avant que Avatar arrive. Donc, il n'y aura pas trop de compétition. Et Black Adam, ça fait déjà quelques semaines qu'il était sorti lorsque Wakanda Forever est sorti, donc pas trop de problème là-dessus. Et le gros problème avec Wakanda Forever que la production a dû faire face, eh bien, c'est le décès de Chadwick Boseman, celui qui interprète T'Challa et Black Panther dans le film. C'est vrai, donc, il est décédé d'un cancer, ce type-là. Oui, et personne ne le savait. Il ne l'avait pas dit à personne. C'est ça qui est un petit peu difficile à croire, parce que quand même, c'est une grosse nouvelle. Tu sais que tu es mourant, tu réalises des films, etc., mais il n'a pas avisé personne. Non, il n'a pas avisé personne et ça a été comme une onde de choc. Et le réalisateur et scénariste des deux films de Black Panther, Ryan Coogler, était en train d'écrire le scénario, avait fait une première version. Et là, tout à coup, bon, il apprend la mort de la vedette du film. Et bien ça, on est en 2020. Donc, la production est à peine un an de commencer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça a été une onde de choc pour les fans, pour tous ceux qui aiment Chadwick Boseman et aussi tout ce qui est la production chez Marvel, parce que là, il y a un film qui s'en vient. Il y a une date de production prévue. Et là, c'est une grosse machine. C'est pas du petit cinéma du coin. C'est vraiment une grosse machine, méga production avec des millions de dollars à l'arrière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, une partie des gens voulaient trouver un autre acteur pour le rôle de Black Panther. Et finalement, on a décidé, non, on ne va pas trouver un autre acteur, on va incorporer ça dans l'histoire. Que bon, Black Panther est décédé et maintenant, c'est quoi la suite? Qui va le remplacer? Et bon, qu'est-ce qui va se passer? Et Ryan Coogler, ça a été un miracle, à mon avis, qui a réussi à retoucher le scénario, à réécrire l'histoire pour nous donner ce film-ci, si peu de temps après le décès de Chadwick Boseman. Et vraiment, moi, c'est un film, ce Black Panther-ci, que je l'ai beaucoup plus apprécié que le premier. Ah oui? Pourquoi? Oui, et une des raisons à ça, j'adorais Chadwick Boseman. Et bon, je ne veux pas dire qui va prendre le rôle de Black Panther dans ce film-ci, mais par contre, on nous présente un autre monde aquatique dans ce cas-ci, le monde de Namor, qui est un mutant avec une société qui vivent dans l'eau, une société, une ville qui s'appelle Tolacan. Et là-dedans, c'est des descendants aztèques, je ne dirai pas trop pourquoi, et ils vont rentrer en conflit avec le Wakanda. Je ne peux pas dire pourquoi non plus. Et moi, vraiment, toutes les scènes sous l'eau, c'est une approche que j'ai adorée parce que c'est très différent de Aquaman de DC. Eux, ils ont tourné avec beaucoup de CGI, comme tous les films de super-héros, mais dans ce cas-ci, dans le cas de Black Panther, il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées dans des piscines, beaucoup de plans carrément dans des piscines, contrairement à Aquaman, et ça donne un petit un look que j'aime beaucoup. Et tout ce peuple-là qui va faire, le conflit qu'il va avoir avec le Wakanda, moi, c'est quelque chose que j'ai adoré. Je ne peux pas en dire trop, évidemment. Et c'est vraiment ce qui a fait que moi, ce film-là je l'ai plus apprécié que le premier à cause de ce gros conflit-là. Et moi, je pense qu'il va avoir des nominations aux Oscars. Ah oui? Ah oui? Ta prédiction, oui. Ça serait quoi? Angela Bassett pour le rôle de
de la Reine, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir une nomination aux Oscars pour elle parce qu'elle est vraiment excellente. On Pour prend ce qui des est de notes, on va celui- faire un pool là-dessus. Oui. Et pour celui qui interprète Namor, Tenoch Huerta, Oui. j'espère que je prononce bien son nom, je pense pas. Elle nous écoute, elle va nous texter si C'est- c'est mal fait. C'est ça. S'il nous écoute, il va nous le dire. Vraiment, il est excellent dans son rôle de Namor et j'ai très hâte de voir la suite. Et pour qui remplace Chadwick Boseman, je ne dirai pas qui, mais je trouve que le choix est très bien fait. Donc, Ils j'ai l'ont hâte de finalement voir- remplacé pour la scène où est-ce qu'il décède ou est-ce qu'ils ont juste remplacé le visage de l'acteur par un CGI de l'acteur décédé ou c'est pas possible d'en parler présentement? J'en parlerai pas, mais personnellement, c'est pas une scène que j'ai aimée. Ça arrive tout de suite au début et je trouve qu'avec toute l'équipe créative de Marvel et de Disney, la seule chose qui ait pu penser à trouver pour comment expliquer le décès du personnage principal, c'est ce qu'on voit. J'ai trouvé ça botché un petit peu. Ah ouais, ça a été garoché selon toi. Oui, énormément. OK. Mais quand même, si on parle du box-office, 331 millions à travers le monde dans sa première fin de semaine. Wow. C'est énorme et c'est la plus grosse ouverture pour un film en Amérique du Nord du mois de novembre avec 180 millions. Wow. C'est énorme. Absolument. Et pour la suite des choses, c'est le dernier film en passant de la phase 4 de Marvel. Et je ne sais pas si toi, tu es une fan des films et des séries Marvel. Je les regarde sporadiquement une fois de temps en temps, mais je ne pourrais pas dire que j'ai suivi toutes les péripéties, mais je suis quand même à l'affût de certains concepts dans ces univers. OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé, dont moi, que c'est un peu décousu la phase 4, contrairement à toutes les autres phases où chaque film avait un lien, avait une histoire générale qui se poursuivait. Dans ce cas-ci, c'est tellement décousu, que ce soit Loki, Eternals, les liens que ces films-là et ces séries-là ont entre eux, on les comprend pas vraiment. Mhm. Et ça a été un des gros problèmes. Et j'ai entendu une théorie qui fait tellement de sens. OK, vas-y. C'est que tout ça, c'est voulu. Dans la phase 4, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on nous amène le concept du multivers. Il y a des univers parallèles avec les mêmes personnages qui ont des vies et qui agissent de manière différente. Mhm. Et moi, ma théorie, c'est que les films de la phase 4 ne sont pas, c'est pas ma théorie, mais celle que j'ai entendue, que j'aime beaucoup, c'est que tous les films de la phase 4 ne sont pas tous dans le même univers. Ah. Et ce serait une raison pourquoi est-ce qu'ils seraient, on a l'impression qu'ils sont si décousus. Si on prend Eternals, disons que pour ceux qui l'ont vu, là, la Terre change beaucoup. Dans l'océan, entre autres, ça change beaucoup, pour ceux qui me comprennent. Je n'aime pas ça donner de punch. Et c'est quelque chose qu'on ne mentionne pas ailleurs. Eh bien, peut-être qu'Eternals se passe dans un autre univers. Ouh, Mystère et boule de gomme. Écoute, ta cote sur 10 pour cette semaine, parce qu'on a malheureusement, on manque de temps. Ta cote sur 10, ça serait combien? 10. Pardon? Un bon 7 sur 10. 7 Oh, sur 7 10. sur 10 quand même. On passe. On a la note de passage. On a une bonne note de passage. Yeah! Là, il y a des longueurs. Il y a un petit peu de longueur. C'est très long comme film. C'est 2h41 minutes. Là. Beaucoup de longueur. Et un peu comme Age of Ultron, il y a des moments où on nous vend, on essaie de nous vendre ce qui va arriver par la suite, ce qui est un petit peu inutile dans ce film-ci. Bon, ben écoute, on va se bourrer de popcorn. Ça va faire durer le plaisir. Un gros merci, Nicolas Vincent Poirier. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Aujourd'hui, Mylène Dubois vient nous parler en studio de la guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Laval. Bonjour Mylène, ça va bien? Oui, très bien, merci. Merci d'être parmi nous. Donc, encore une fois, cette année, on fait des bonnes actions pour les enfants défavorisés, si on veut, de Laval. Donc, les enfants qui sont suivis par le Centre de pédiatrie sociale de Laval, qui sont-ils? Ce sont des enfants qui, on pourrait dire, qui ont déjà 2 ou 3 prises contre eux. Donc, des enfants qui vivent dans des contextes plus difficiles, qui ont vécu des traumatismes, des abus, des enfants qui vivent avec des moyens économiques très limités, donc insécurité alimentaire, logement insalubre. Donc, on est là pour aider les enfants
pour qu'ils aient la même chance que les autres enfants. Donc, la thématique de notre guignolée cette année, tous les enfants ont le droit d'être en santé. Donc, Absolument. ont le droit de vivre heureux et de s'épanouir. Donc, il y a beaucoup d'enfants à Laval qui vivent dans des situations assez inquiétantes. Donc, nous, on est là pour les aider. D'accord. Et puis, il y a une collecte de fonds grand public qui va se passer le 25 et 26 novembre. Donc, c'est la Grande Guignolée. Des bénévoles seront installés à plusieurs points stratégiques de la ville de Laval pour récolter des dons. Quel genre de dons est-ce qu'on aimerait avoir? C'est des dons financiers. Donc, on cherche des dons en argent. Maintenant, on est moderne. On peut donner avec la carte. On s'est modernisé. Juste taper. Juste taper. Ça va Donc, vite. les stations de métro, Toys R Us, qui est un nouveau partenaire cette année, Oui. Galerie Laval, Canadian Tire, Fabreville et Vimont, donc qui vont être là. Et notre partenaire de dons jumelés, Lester's, qui va égaliser chacun des dons que les gens vont faire jusqu'à concurrence de 10 000 $. Donc, plus vous êtes généreux, plus Lester's est généreux. Wow, OK, parfait. Et puis, donc, ça se passe le 25-26 novembre. Vous avez mentionné le Toys R Us. Il y a aussi le coin des rues Jean Béraud et Daniel Johnson. Il y a le coin des rues Notre-Dame et Lavater. Et station du métro Montmorency, La Concorde et Cartier, juste pour compléter la liste. Donc, le 25 et 26 novembre. Et puis, il y a aussi des sollicitations virtuelles par réseaux sociaux. Donc, pour faire des dons, les gens, simplement, est-ce qu'ils peuvent aller sur cpslaval.org? Tout à fait. Site sécurisé pour faire des dons en ligne avec un reçu de charité comme on est un organisme de bienfaisance. Puis en même temps, sur notre site, de même que sur notre Facebook, les gens peuvent être témoins, faire partie de l'entourage du centre de pédiatrie et voir nos activités quotidiennes. Au quotidien, c'est ça qu'on veut se parler. En tout cas, moi, je veux parler de ça. Au quotidien, sur le terrain, c'est quoi vous faites concrètement, là? Un petit bambin qui débarque, c'est quoi la personnalité type ou le type de clientèle qui débarque chez vous et qui a besoin vraiment d'attention spécialisée? Des enfants qui ont des difficultés à l'école, des difficultés de comportement, qui ont vécu des abus, des traumatismes, des parents qui se trouvent parfois dépassés par leurs tâches de parents, par les factures qui s'accumulent, par le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, dans lesquels ils ont de la difficulté à naviguer. Donc, nous, on est là, on est une équipe de professionnels cliniques, mais dans un contexte communautaire. Donc, on prend en charge des enfants, des parents, puis on les aide selon leurs besoins à eux. Donc, chaque prise en charge est individualisée selon l'enfant. Donc, comme là, aujourd'hui, juste avant d'arriver, on finissait, c'était la campagne des habits de neige. Donc, un donateur qui habille chacun des enfants du centre de pédiatrie. Wow. Demain, il annonce la neige. Donc, ils vont être prêts à jouer dans la neige et à être au chaud parce que ça coûte cher. Les enfants sont souvent peu habillés. Donc, on vient soulager les parents de ce fardeau économique. Mais on fait aussi de l'aide alimentaire, de la thérapie. On les suit jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. D'accord. Et puis, dans un milieu de vie intégré à la communauté, quels différents types d'interventions? C'est quoi, grosso modo, pour les gens qui se demandent la question, c'est quoi les types d'interventions? Qu'est-ce que vous faites? On parle de quoi par type d'intervention? On a 3 points de service à Laval. On en a un à Chemédé, un à Laval-les-Rapides, un à Pont-Vieux. Donc, c'est ancré dans les quartiers plus modestes de Laval, ceux où il y a des enfants les plus en difficulté. Donc, nous, on est là en plein dans le quartier, puis on va offrir, on a des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des éducateurs spécialisés, on a des médecins, on a aussi des thérapeutes comme musicothérapeutes, art-thérapeutes, puis ergothérapeutes. Donc, selon le besoin de l'enfant, est-ce que c'est un enfant qui souffre de mutisme étant donné des traumatismes qu'il a vécu? Bien, à ce moment-là, est-ce que l'art pourrait être le médium par lequel il pourrait réussir à communiquer? Ouais. Tout à fait. Est-ce que la famille a des difficultés à obtenir les allocations gouvernementales parce que les parents ne savent ni lire ni écrire? Bien là, la travailleuse sociale peut venir aider à faire ces documents-là. Un enfant qui a des difficultés à l'école, est-ce qu'un diagnostic de notre médecin pourrait l'aider à avoir certains services? Donc, c'est une approche qui est communautaire, mais professionnelle à la fois. Puis on va selon chaque famille, chaque dossier est individuel. Mais c'est des sourires, on a des belles activités au centre, du dépannage alimentaire, des cuisines collectives, tout ça pour aider les enfants.
Parfait. Puis, vous avez un objectif financier. Moi, je le trouve un petit peu bas. 55 000 là, on va pousser un petit peu la note. On veut 75 000 hein? Fait que Lesters s'engage à égaler chaque don reçu les 25 et 26 novembre pour la guignolée. Mais ça ne vous empêche pas d'en donner plus. Si vous êtes capable d'en donner plus, ça va faire plaisir à beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Et puis, c'est quoi le souhait pour cette saison 2022? Dépasser l'objectif de 20 000, ça serait le fun, mais en plus. Vraiment, ça serait un beau cadeau de Noël. Nous, on doit déménager le centre de Chemédé dans la prochaine année, faute d'espace. On a les ressources humaines pour prendre en charge une centaine d'enfants supplémentaires, mais pas les locaux. Donc, en ce moment, c'est l'espace qui nous limite. Puis, pour nous, c'est inacceptable de refuser une cinquantaine d'enfants à l'heure actuelle qui se retrouvent sur notre liste d'attente. Donc, on veut vraiment... c'est notre projet pour 2023. Est-ce que vous êtes en train de magasiner activement un nouveau local? On essaie aussi, des gens ont des locaux à louer ou à offrir au centre de pédiatrie. Communiquer avec moi, ça va me faire plaisir d'évaluer les possibilités. Donc, les gens à la maison, soyez généreux, s'il vous plaît. Les enfants ont droit de grandir avec épanouissement dans un environnement sain. Un gros merci, Mylène Dubois. Donc, pour tous les dons, vous pouvez aller sur cpslaval.org ou simplement les 25 et 26 novembre, les 8 points de dépôt et les 3 stations de métro de Laval. Ça se passe de quelle heure à quelle heure, le 25-26? De 8h à 18h. De 8h à 18h. Donc, mot de Cambronne pour la suite. Merci pour vos activités. Et puis, on envoie les gens chez vous pour être généreux. Merci beaucoup. Merci. À l'émission, on a le plaisir de recevoir Juliette Descaries, qui est la récipiendaire d'un grand prix que TELUS lui a fait l'honneur de gagner, créateur d'un futur meilleur. Juliette Descaries, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, très bien, merci. Comme ça, on a eu des très beaux prix, des belles nouvelles ces derniers temps de la part de TELUS. Créateur d'un futur meilleur. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ça, cher? Oui, dans le fond, j'ai gagné le prix de TELUS parce que je me suis impliquée beaucoup dans la dernière année auprès de la Fondation Je suis Sainte-Justine. En ce moment, je suis ambassadrice depuis 4 ans et j'ai décidé d'organiser un demi-marathon, donc un 22 km pour les enfants de Sainte-Justine que je fais en fauteuil roulant parce que, là, on ne le voit pas, mais je suis en fauteuil roulant. Ah, ça paraît pas dans ton beau visage, mais oui, puis c'est important de le noter parce que c'est tout un défi que tu as fait là. Donc, ça a été relevé. Et puis, ambassadrice pour le CHU Sainte-Justine, ça fait 4 ans que tu fais ça. C'est quoi qui t'apporte le plus de joie d'être ambassadrice du CHU Sainte-Justine? J'adore savoir que je peux redonner aux familles puis à la Fondation en général parce qu'ils m'ont beaucoup aidé quand moi j'étais hospitalisée. Et juste d'être en contact avec les donateurs, de savoir que je peux apporter une différence, c'est ça qui me rend heureuse de faire ça. Wow, c'est très... Puis on célèbre ça, c'est beau à voir. Et puis, créatrice d'un futur meilleur, qu'est-ce que tu as gagné au juste? J'ai gagné une bourse de 5 000 $, dans le fond, un régime enregistré d'épargne-études, un 1 000 $ que je vais pouvoir remettre à une fondation, donc j'ai choisi Sainte-Justine, évidemment, et un 1 000 $ de carte cadeau de TELUS. Oh, OK. Fait que tu vas te payer un nouveau téléphone? Probablement, je ne sais pas encore, on va voir. OK. Et puis, qu'est-ce qui t'a épaté le plus qu'on t'ait choisi pour ce prix-là? Je ne m'y attendais pas du tout parce que justement, j'avais quasiment oublié que que je m'étais inscrite en participant. Je l'ai fait rapidement. Puis je me suis dit, il y a plein d'autres mondes qui participent à ce genre de concours-là. Probablement qu'il y a du monde qui ont fait des trucs tellement inspirants. Puis pour moi, c'est naturel de faire ce que je fais. Donc, je ne m'attendais pas à ce que ça soit pris comme justement un créateur d'un futur meilleur. OK. Parfait. Et puis, quel serait ton objectif éventuellement? Tu sais, comme là, tu vas donner 1 000 $ en don à l'organisme du CHU Sainte-Justine.
Qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochains jours, prochaines semaines, comme développement du prix que tu as apporté, de l'attention que tu as apporté? Comme là, on est dans les médias, on met de l'attention sur la cause. Qu'est-ce que tu aimerais que ça apporte au final? Ben, moi, si je suis capable de faire passer le message de Sainte-Justine, d'avoir plus de monde qui sont intéressés à aller donner, même si c'est pas beaucoup, d'aller s'investir un minimum, même dans le temps à la limite, pour les familles, les enfants qui vivent des moments difficiles, moi, j'ai réussi mon objectif. Et puis, est-ce que tu penses recréer l'expérience l'année prochaine, peut-être reparticiper pour gagner une deuxième fois? Je pense que je vais être trop vieille pour participer une deuxième fois. OK. Parce que avant, mais c'est ça. Mais dans tous les cas, j'aurais laissé la chance à quelqu'un d'autre. D'accord. Et puis, parle-nous de ton parcours. Parle-nous de ton parcours. Tu as été au CHU Sainte-Justine. On s'entend que tu as été un enfant qui a été malade. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Oui. Dans le fond, en 2016, j'ai eu un accident de ski. J'avais 12 ans à ce moment-là et je me suis blessée. Dans le fond, je me suis cassé des vertèbres dans le cou et ça a atteint la moelle épinière. OK. C'est ça. Donc, j'ai été pendant 1 mois au CHU Sainte-Justine, puis ensuite pendant 17 mois au Centre de réadaptation Marie-Enfant, qui est une filiale de Sainte-Justine. Ils sont juste pas à la même place, dans le fond. C'est ça. Puis ça a comme un 18 mois où j'ai été vraiment beaucoup en contact avec du personnel soignant, puis tout ça. Puis après, quand je suis sortie, même pas un an après, Sainte-Justine m'a approchée pour être ambassadrice de la fondation, puisque j'avais été longtemps là-dedans. Je connaissais beaucoup de monde là-dedans, puis je m'étais quand même investie, même quand j'étais dans les centres, soit le centre hospitalier ou centre de réadaptation. Écoute, on invite les gens de la communauté lavalloise à être généreux au CHU Sainte-Justine. On peut faire des dons en tout temps, je crois, par le site web. Et puis, ben écoute, TV Laval et Ma TV te félicitent pour ton apport, te félicitent pour le travail que tu fais pour le CHU Sainte-Justine. Puis, écoute, on t'envoie de la belle énergie pour la suite des choses. Et puis, profite bien du moment. Profite des lauréats qu'on t'a envoyés. Merci beaucoup. Ben, un gros merci de ta présence. Alors, lauréate du prix Créateur d'un futur meilleur TELUS, c'était Juliette Descaries, ambassadrice pour le CHU Sainte-Justine. Un gros merci et puis on souhaite une excellente journée, chère. N'oubliez pas, dans quelques instants, Bingo TV Laval à 9h30, 3 500 $ en prix et donc 2 500 $ pour la carte pleine. Pour toutes les informations, consultez tvrl.ca. N'oubliez pas, le dimanche matin à TVRL, c'est Bingo. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Passez une excellente semaine.